bonjour à tous. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Alain Mongeon, donc professeur émérite de géopolitique en classe préparatoire à Intégrale et au lycée Michelet de Vanves, directeur des admissions Écricom et pilier de la revue Espace Prépa. Donc vous avez dirigé plusieurs ouvrages accompagnant quotidiennement le quotidien des préparationnaires de section ECS. Et vous allez traiter le sujet « La France, puissance économique en transformation », de l'agriculture au numérique. Mais vous allez le faire d'une manière originale. Je vous laisse la parole. Parfait. Merci. Eh bien, tout a été dit, donc. Oui, je voulais commencer la conf par une petite citation, mais je crois qu'elle n'aura peut-être pas son effet. Une citation de Goethe, on ne sait jamais, on le rencontre de temps en temps, surtout quand on parle de la France. Et quand il disait, parler c'est un besoin, écouter c'est un art. Mais je crois que cette citation, je n'ai pas besoin de vous l'appliquer parce que j'ai vu que depuis le début, vous étiez très attentifs. Et donc, on n'a pas besoin de circonvolution oratoire pour avoir un public dense, un public... Et pourquoi a-t-on ce public attentif? Parce que vous devez avoir des enseignants compétents, on m'avait demandé de le dire, des enseignants disponibles, et en plus, une administration très ouverte dont j'ai pu voir les compétences culinaires à midi. Et surtout, vous avez un chef remarquable. Alors, quitte à convoquer Goethe, soyons sérieux, je vais essayer de trouver dans son œuvre une citation sur la France, il y en a des milliers, mais qui soit le reflet un peu de ce sujet. Et en 1830, Goethe écrivait « La nation française est la nation des extrêmes. Elle ne connaît en rien la mesure. Équipée d'une énergie puissante, morale et physique, le peuple français pourrait soulever le monde s'il découvrait un point d'appui. » Je répète, le peuple français pourrait soulever le monde s'il découvrait un point d'appui. Alors je me suis dit, et si cette initiative d'Hugo Billard était un point d'orgue dans la morosité ambiante, dans cette dernière décennie, un moyen d'éviter, comme psalmodie toujours, ce que tu as parfaitement dit, les violences, les crimes, les inégalités, les fractures, etc. Je me suis dit, et si un jour, devant un jeune public, tu refusais La France qui tombe, Nicolas Bavrez, si tu refusais le déclinisme, qui est de bon ton, parce que finalement, vous êtes l'élite de la nation, vous êtes ceux qui prendraient la relève, donc tant qu'à faire, pourquoi déjà vous brossez pavane d'une France défunte ou essayez d'enterrer la France? Et puis je me suis souvenu quand même qu'en janvier, il n'y a pas tellement longtemps, il y avait un certain Maris, économiste, qui mourait sous les balles de quelques convertis récents au djihadisme, et que ce Maris avait écrit un bouquin « Et si on aimait la France ?» Alors j'ai proposé à Hugo de lui dire « J'aime la France », en essayant de prendre une autre voie que Charles Trenet, en essayant d'aller au-delà des poncifs de certains milieux qui propulsent l'idée d'une France conquérante, mais juste pour satisfaire leurs propres intérêts d'auteurs ou autres. Je me suis dit que même si l'Inde va devenir la 5e puissance mondiale en 2018, ce qui veut dire que la France va rétrograder encore d'un rang, je me suis dit que même si la conjoncture se relançait, mais de façon relativement timide, je ne vais pas être là l'apôtre des chiffres de croissance et vous vendre du 4 points de croissance en 2018. Je me contenterai du 1,8, peut-être 1,9. Je me suis dit qu'il y avait une place pour relever le défi et pour essayer de montrer, alors à ma modeste échelle, comme le disait Fernand Braudel au Collège de France, j'aime la France sans distinguer entre ses vertus et ses défauts. Donc par conséquent, je vais essayer d'éclairer un peu ce paradoxe français qui fait que, tu l'as dit Hugo, il y a un masochisme français et que pourtant beaucoup de facteurs font qu'on peut aimer la France. Et pour me mettre dans la dynamique sémantique du macronisme ambiant, je ferai une deuxième partie pour vous montrer un peu qu'en même temps, ou même si, et j'essayerai après de partir, mais je suis sûr que je serai coupé dans mon envol par le temps,
sur une France rêvée, celle dont vous rêvez ou que je rêve pour vous, puisque je suis maintenant donc dans le dernier cycle de, je ne vais pas vous faire pleurer, de ma carrière professionnelle. On va s'arrêter là. Alors, en ce qui concerne la France que j'aime, eh bien, je dirais que c'est d'abord la France, et ça ne vous étonnera pas, de l'attractivité. Hugo l'a rappelé, je pense que Choose France, excusez l'anglais, montre l'attractivité de la France. Et c'est vrai qu'à Versailles, Emmanuel Macron a entamé une diplomatie dite du château. Mais 140 chefs d'entreprise étrangers qui représentaient les grandes multinationales proches des GAFA. C'est vrai que les sommes allouées, on parle de 2 milliards d'euros qui auraient été mis sur la table. C'est vrai que le secteur qui était particulièrement concerné, c'est-à-dire essentiellement le quaternaire, les services avec une haute valeur ajoutée, permettait quand même de voir dans cette démarche un acte fondateur. Pour tout dire, je pense qu'il était aussi important, on pourra en débattre, d'accueillir Poutine à Versailles, pour d'autres raisons, par rapport à la place que la Russie doit jouer dans les relations internationales, que ses chefs d'entreprise. Et on avait pris soin de ne pas choisir la même salle de réception. Je crois en effet qu'il faut que vous sachiez que l'année 2016, puisqu'on a les chiffres maintenant concernant cette année, a marqué un net progrès de l'attractivité de la France, avec beaucoup de projets. Je ne vais pas trop vous assassiner avec les chiffres, 779 projets exactement, et 16 000 emplois à la clé. Emplois étrangers, vous savez, mieux que des chômeurs français, comme disait De Gaulle, donc ça peut représenter une des vertus de la France. Que dire aussi de l'attractivité de la France qui reste essentielle dans un secteur quand même qui pour les pays de l'OCDE représente 5 points du PIB, c'est le tourisme. Vous savez que la France bat record après record, et pourtant, il n'y a pas de Coupe du Monde comme en 1998, et pourtant, il y a eu des vagues d'attentats qui ont, en 2015-2016, pondéré à la baisse, bien sûr, le tourisme national. 83 millions de tourisme, 43 milliards d'euros de recettes, ça représente aussi un élément de l'attractivité de la France. Je me suis dit aussi que l'intérêt, pourquoi aime-t-on la France? Eh bien, c'est bien sûr pour sa créativité, ses capacités d'anticipation. Et là, quand on sait que Paris est en train de détrôner Londres dans la formation des start-up, quand on sait qu'il y a à Paris une quarantaine d'incubateurs et dont le plus important d'Europe est en train d'émerger, donc la fameuse station F de ces Xavier Niel et autres patrons dont vous pouvez suivre les traces, je me suis dit que l'attractivité donc était au rendez-vous et que la France avait une capacité d'innovation, une capacité de rayonnement qu'il ne fallait pas négliger. Quand on sait que l'objectif qui est clairement fixé, c'est 30% de start-up d'origine étrangère et qu'il n'y ait pas un jour où il n'y ait pas des acquisitions de ces start-up par l'étranger, eh bien on peut voir la capacité d'innovation de la France. Contact, par exemple, pour 44 milliards, qui vient d'être acquise, contact.com, donc pas plus tard que la semaine dernière. L'innovation fait de la France donc un pays qui a 4000 start-up, un pays qui a 120 000 PME qui sont totalement engagés dans le progrès technique. Et je pense que lorsqu'on remémore les vieux pôles de compétitivité qui ont été créés en 2004, on peut également dresser un tableau de ces clusters de recherche où on avait à la fois des laboratoires, des entreprises, des PME, des investisseurs. Or bien sûr, mais je ne vais pas commencer maintenant le même si, beaucoup sont en panne, beaucoup sont faillis pour le moment, mais vous avez une quinzaine de pôles de compétitivité qui font honneur à leur spécificité, proches d'ailleurs des écoles de commerce que vous allez fréquenter, ne serait-ce que Mélan à côté de Grenoble.
Je pense que, de fait, ce qui est caractéristique aussi pour aimer la France, c'est son anticipation. C'est que la France est en 2e position en 2017 dans le classement des entreprises mondiales les plus innovantes. Alors là, on est quand même surpris. On n'a pas envie de faire du franco-pessimisme. Les 100 entreprises et institutions qui sont les plus innovantes dans le monde ont réalisé quand même 227 milliards de dollars de recherche et développement. Eh bien, la France est en 2e position. Et la France, je voudrais juste faire une petite focale de temps en temps pour éviter le discours creux, est vraiment très significative de l'effort d'innovation et de la diversification de l'innovation dans son tissu industriel. Parce que quelles sont les 10 entreprises? Pas toutes, peut-être vous les citez, mais elles sont 6 fois citées dans l'historique de ce palmarès comme, excusez du peu, Apple et Microsoft. Vous avez le CNRS. Moi, j'aime bien parce que secteur public, innovation. Vous avez le CA, Commissariat à l'énergie atomique, qui a le portefeuille le plus important de brevets publics et qui est cité. Vous avez la firme Safran, qui a réussi, bien sûr, une reconversion aux côtés de Thales impressionnante. Vous avez Valeo, industrie automobile, équipementier. Bref, on va toutes les citer. Mais quand vous interrogez les Français sur la firme dont ils ont le plus entendu parler, par la fiscalité qu'elle n'assume pas, par Total. Eh bien, Total fait partie des 10, mais vous voyez que Total est en d'autres compagnies de secteurs publics et de secteurs qui se sont rénovés. Moi, ce que j'aime en France aussi, c'est sa capacité de repentance. Il y a Bocuse, dont on vient avec 1500 chefs mondiaux de célébrer le dernier plat, le dernier pot-au-feu, le dernier soupe à la truffe noire, Valéry Giscard d'Estaing. Eh bien, la repentance, c'est que quand Bocuse dit « il n'y a que les cons qui ne changent pas », moi, quand on est en concours, on me demande « est-ce que vous avez une devise ?» J'ai presque envie de dire que c'est ma devise. Il n'y a que les cons qui ne changent pas. Et je me dis que j'aime la France parce qu'elle a su révolutionner un certain nombre de ces catégories de pensée. Alors je prends ce qui blesse, ce qui fâche. C'est par exemple dans l'ensemble de l'industrie et des services marchands, le coût horaire. Eh bien, le coût horaire de la main-d'œuvre, aujourd'hui, est situé à, pour la France, 30,9 euros. 37,2 euros. Et il a progressé de 1,6% pour l'année. Bon, d'accord. Il est de 35,8 euros en Allemagne. Donc, la France est un pays cher. Et puis, dans le dernier rapport de l'INSEE, vous trouvez industrie manufacturière, celle qui exporte, celle qui recherche une compétitivité. Mais vous trouverez que le coût horaire est à 33,6 euros et 38,7 pour la France, 33,6 pour l'Europe et 38,7 pour la France, mais qu'en Allemagne, pour comparer ce qui est comparable, ce coût est à 41,4 euros. Alors je pense que nous sommes capables de nous reconvertir. Songez quand même que nous sommes héritiers de Méline, qui disait « je bois peu, mais dans mon verre », ce qui veut dire qu'il était le père de tous les protectionnismes. Nous sommes les héritiers de Caillot. Le malheur de la France est d'être trop industriel, disait-il dans les années 30. Nous sommes les héritiers d'une France repliée sur son empire colonial, parce qu'en 1950, vous l'avez vu, il y avait encore 42% du commerce extérieur de la France qui se faisait en valeur avec donc les colonies. Eh bien, cette France-là a été capable de changer de cap et de devenir, avec ses champions à l'exportation, une puissance ouverte à la mondialisation. Puissance qui s'ouvre à une mondialisation furtive. Il n'y a pas eu de débat au Parlement, par exemple, sur l'ouverture à l'Europe et la création du traité de Rome. Mondialisation parfois à rebours, mondialisation très critique, mais de fait, la France s'est engagée dans ce processus. Et puis, on le verra certainement dans les autres conférences, moi j'aime la France parce que finalement, Henry Kissinger avait tout compris quand il faisait de la France la matrice où était née la diplomatie. Eh bien, la diplomatie, elle est non seulement
une invention française à partir du XVIIIe siècle, mais de fait, il y a aussi une diplomatie pour les entreprises. Et on voit de plus en plus de chefs de l'État de la France partir accompagnés par des actrices ou des femmes de lettres. Je pense à Mitterrand qui allait au fin fond de l'Asie centrale avec Françoise Sagan pour des contrats. Et aujourd'hui, avec un carteron d'industriels qui permettent de décrocher un certain nombre de marchés. Parce que la diplomatie française, aujourd'hui, c'est quand même, là encore, on ne va pas faire l'avalanche des chiffres, 169 ambassades, 92 consulats, 27 représentations permanentes auprès d'une organisation internationale. Et puis surtout, ce qui fait notre force avec notre espace maritime, c'est notre présence au Conseil de sécurité, avec donc 23,5% des résolutions du Conseil de sécurité qui émanent de la France depuis 2000. Bref, peut-être qu'il serait temps aujourd'hui qu'on prenne conscience du fait qu'on aime la France parce qu'il y a un soft power à la française. Alors, soft power porteur de valeurs universelles. Alors, je veux bien qu'on disserte sur le fait que le soft power, c'est à la fois convaincre, en essayant de ne pas vaincre par les armes, mais simplement par la séduction. Mais c'est aussi devoir impérativement s'en servir comme facteur de puissance. C'est le commerce, c'est la paix, c'est la culture, ce ne sont pas les armes. Eh bien, la France a un rayonnement, un soft power donc à la française, qui s'exprime bien sûr par la francophonie, on ne va pas redéfinir tout ça, par le Made in France. Et quand on voit les architectes français qui partent à la conquête de réalisations dans le monde, quand on voit par exemple que le Grand Moscou a été pris en charge par Wilmot et que c'est un ordonnateur français qui va présider au Grand Moscou, eh bien on peut se dire que le rayonnement culturel de la France est une réalité. Alors, je ne sais pas comment ça a été calculé, mais toujours est-il qu'en termes de soft power, des indices, vous savez, il y a toujours un indice derrière le carreau en cours, mais comme disait Keynes, ce qui est le plus important, c'est comme le bikini, c'est ce qui cache ces indices. Mais enfin, on est au deuxième, je ne sais pas si c'est Keynes qui disait ça, mais enfin, on est au deuxième rang au niveau du soft power mondial. Et d'aucuns de considérer qu'avec notre gastronomie, avec notre culture, avec notre rayonnement architectural, avec notre langue, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Hugo, eh bien nous pouvions représenter donc un pôle important de définition de ce qu'on pourrait appeler une marque France. Parce que finalement, pour créer, il faut avoir du temps. La marque française, elle s'égrène depuis des siècles. Et de fait, c'est ce qui fait la force du tourisme de la France, avec le tourisme patrimonial qui est très important. Pour avoir une marque, il faut imaginer des modèles. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai que la France a imaginé des modèles, même s'ils sont perclus de rhumatisme. On parle bien du modèle social colbertiste gaulois avec Jean-Baptiste de Foucault, ex-patron du plan. Pour avoir une marque, il faut être en bonne santé. Ah ben moi, je lis les chiffres de l'OMS. La France serait, par son système de santé, le premier système mondial. Alors, je pense qu'il ne faut pas traîner dans les hôpitaux, mais d'un autre côté, il faut se dire qu'il y a une certaine qualité à coût égal, exceptionnelle au niveau de la santé française. Pour être une marque, il faut une marque sociale, une éthique. J'ai la faiblesse de croire que la France veut encore apparaître comme le pays des droits de l'homme, même si elle n'accueille que 70 000 immigrés syriens, et encore, et même si elle a su, à un moment donné, déclencher des combats contre le droit au sol et des combats qui nuisaient à cette tradition que nous nous sommes prêtés, d'ailleurs souvent, plus que nous l'avons eu, de pays d'accueil. Je pense que si on veut une marque française, il faut penser universel, il faut faire des produits qui parlent à l'universel. Hugo citait Churchill. C'est bien Churchill qui disait il faut se battre pour le champagne. Et vous savez qu'à la Seconde Guerre mondiale, les Anglais ont permis à la France de relever le défi du nazisme.
Eh bien, battons-nous pour le champagne. Le champagne, c'est un produit, une marque universelle. LVMH fait partie dans le ranking des entreprises et des marques citées d'une marque aussi importante que Frigidaire, dont le nom est associé à ce que vous connaissez, plus qu'à ailleurs, la firme chinoise, une entreprise américaine dès le 19e siècle. Ce qui fait que, finalement, moi je me demande si on ne peut pas aimer la France parce que aussi, quelque chose qu'on aime, on la craint. Et la crainte de la France, c'est sa force brute, c'est son territoire. Alors vous allez me dire, on ne craint pas un territoire de 550 000 km². On craint une zone économique exclusive de 12 millions de kilomètres carrés, pas tout à fait. C'est-à-dire deuxième rang mondial, derrière les États-Unis. On peut également craindre la ténacité de la filière nucléaire en France. Alors je sais bien, il y a 16 000 ogives dans le monde, il y en a 300 dans un placard en France, et de fait, le rapport de force est peut-être plus important, mais l'armée, le nucléaire est fait pour la dissuasion. On voit bien le rôle que Kim Jong-un essaye de jouer aujourd'hui pour menacer Guam et quelques villes américaines. C'est fait pour ça, l'arme nucléaire. C'est la dissuasion. Et de fait, la France est encore dans les pays nucléarisés, donc qui peuvent compter parmi les 9 qui possèdent donc l'arme atomique. Alors, je pense aussi que la France a été capable, finalement, avec ténacité, de rester, excusez le propos, mais il est ambassadeur, il est auteur d'ouvrages que j'aime beaucoup, Jean-Christophe Ruffin qui dit « La France est restée l'emmerdeuse du monde ». Eh bien, ce rôle de trublion qu'on attribuait au général de Gaulle, ce rôle d'emmerdeuse du monde, eh bien, je pense que la France l'a tenu lorsqu'elle a été beaucoup plus exigeante vis-à-vis des sanctions, vis-à-vis de l'Iran. On n'est pas allé très loin. Lorsque la France a essayé de donner sa marque au conflit libyen, pas quand on est intervenu militairement, mais quand on a essayé de tisser une pâle solution de paix entre les milices qui se déchirent actuellement à l'est et à l'ouest donc de Tripoli. Je pense que quand la France ne vend pas ses Mistral à Poutine, on peut être triste, bien sûr, parce qu'elle les vend à Sissi. Et de fait, la révolution démocratique égyptienne a été renvoyée au calende grec. Mais quelque part, il y a un acte qui montre que la France peut compter, d'autant plus que la technologie de ces armements place la France en très bon rang au niveau mondial. On est quand même au niveau de l'exportation d'armement naval, le 3e exportateur naval du monde. Alors, je pense que la France a un sens du devoir aussi, très important. Ce sens du devoir qui fait que, nonobstant les déficits budgétaires, nonobstant le fait que l'Europe se crispe pour ne pas compter nos dépenses militaires au Mali, en Libye, en Syrie, dans notre déficit budgétaire totalement, et nous condamne à avoir des difficultés à réaliser le 3 points de PIB fatidique au niveau de l'équilibre budgétaire, malgré ces contraintes, eh bien, la France a un certain sens du devoir. La guerre coûte cher à la France, 1 milliard d'euros. Mais la guerre permet peut-être à la France d'assumer une partie de ses idéaux, même si vous trouverez toujours, excusez-moi, c'est pas pour maintenant, mais de fait, par rapport à ces idéaux, vous trouverez toujours des oppositions locales contraires. Je pense par exemple au Mali, où une grande partie de l'intelligentsia malienne, historienne notamment, est assez hostile à un maintien d'une France-Afrique dans cette intervention. Alors, finalement, je me suis dit que, tant qu'à faire, on pouvait admirer peut-être la France. Alors, pour admirer la France, peut-être sa gastronomie, c'est vrai. J'en ai fait l'expérience donc à midi. Il y a un nouveau chef dans cet établissement. Eh bien, il est dans la filiation directe de cette gastronomo-diplomatie que Laurent Fabius a essayé de lancer avec une journée des ambassadeurs où tous les cuisiniers français vont, de prestige, montrer ce que c'est que la marque France. Et de fait, on sent bien que, quelque part, la France a des excellences à faire valoir. Je pense à l'excellence technologique. De la bébé, mettez ce que vous voulez derrière bébé, Brigitte Bardot, ou bien la motrice donc électrique d'un train,
ou au TGV, des centrales nucléaires, filière française à l'EPR, ça ne marche pas encore, il y a des retards, ça coûte cher. Est-ce que c'est vraiment l'énergie de demain? Mais la France peut faire valoir un certain nombre d'excellences technologiques. Et si vous ne voulez pas d'excellence technologique, parlez de l'excellence de la langue, avec le fait que 57 États aujourd'hui militent à l'OIF. Tout ça avec une diversité exceptionnelle. Bon, on nous a cité des chiffres maximalistes sur les fromages. J'en étais resté, puisqu'on était en train de polémiquer sur les fromages, aux 400 cités au Chili par Pompidou. Mais va pour les plus de 2000 variétés de fromages aujourd'hui. Mais la France, c'est ça. C'est un agrégat inconstitué de peuples désunis. Alors, qui dit ça? Agrégat inconstitué de peuples désunis, c'est le jeune Mirabeau. Donc, vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et la France, donc, a su faire peut-être de sa diversité une véritable force. Et je crois qu'elle a su conjuguer la conversation, la gastronomie, l'humour, etc., etc. Je cite encore Ruffin là-dessus. Elle a su conjuguer une générosité aussi assez surprenante. Je vous rappelle que Keynes, déjà cité pour les statistiques, disait qu'il était assez surpris de cette générosité des Français pour des petits paysans assis sur leur magot. Ce qui fait que, voyez d'où nous venons, et pensez, par exemple, à Jacques Chirac, qui impose une taxe sur les avions, qui rapporte peu, je le sais, mais pour financer une partie du développement. Bref, je crois que j'ai relu, d'une certaine façon, l'ouvrage de Bernard Maris, « Et si on y met la France ». Mais je vous rappelle quand même que pour Bernard Maris, c'était une façon aussi de dénoncer le côté petit, mesquin, échec de la France. Chômage, catastrophe urbaine, déclin de la langue, racisme, et pour promouvoir au contraire d'autres vertus. Alors, vous ne couperez pas pendant 2-3 minutes à un même si. En disant que le même si, ont une formule, bien sûr, très macromanienne, mais qui est finalement celle de ceux qui ne sont pas des logiciens purs et durs, ceux qui font de la complexité des choses l'essence même des choses. Moi, je sais que, m'excuse de rappeler ce souvenir, en Cole, je posais toujours ce sujet d'Edgar Morin auquel j'ai jamais rien compris, mais qui me paraît tellement beau pour que l'élève pédale pendant une demi-heure. Tout ce qui unit l'Europe la divise, tout ce qui la divise l'unit. Vous avez 3 semaines pour réfléchir à ce que ça veut dire. C'est puissant, je vous rassure. Sinon, je n'aurais pas cité. Je ne peux me permettre pas de balayer comme ça d'un revers de manche Edgar Morin, loin de là. Je n'en ai pas la prétention. Mais c'est ça la complexité du sujet, la complexité donc à introduire. Alors, c'est vrai que tout ce que je vous ai dit pourrait être démoli. Je pense, par exemple, je vous ai parlé des IDE. Je vous ai dit que les investissements étrangers avaient progressé. Si vous ne le confessez à personne, c'est 10 000 emplois de moins. C'est-à-dire que c'est le double de projets et 10 000 emplois de moins. Alors vous trouverez toujours quelqu'un pour vous dire que c'est des projets qui sont à plus haute valeur ajoutée, peu importe. Mais de fait, c'est donc 10 000 emplois de moins que par le passé. Je vous parle de l'influence, de la langue. Le Saint-Siège parlait le français. C'est plus la langue du Saint-Siège. Je vous rappelle que l'Europe produit 87% de ses textes dans d'autres langues que la langue de Rivarol. Et je me demande si à l'ouverture prochaine des Jeux Olympiques, la langue française sera aussi respectée qu'elle ne l'est traditionnellement, puisque les us et coutumes, c'est que la première partie d'inauguration des Jeux Olympiques se fasse dans notre langue. Donc, le « en même temps », on peut bien sûr abonder là-dessus et l'évoquer. On peut évoquer le fait que, de tout temps, la France a pratiqué le « en même temps ». Si j'avais le temps, je vous dirais que Georges Pompidou, par exemple, avait osé à Aurillac, le 14 octobre 1967, discourir sur la résurrection des petites exploitations familiales et la nécessité de mener un combat pour les maintenir. Et puis, il y a quelques kilomètres de là,
Il est vrai, 4 années après, il disait strictement l'inverse, qu'il fallait une agriculture de compétitivité, une agriculture de combat, et à la limite, il disait, puisque Hugo en a parlé, ce que Giscard disait à Vassy, entouré d'agriculteurs et éleveurs de porcs, l'agriculture française et le pétrole vert de la France. Et il ajoutait, parce que ça choque les Français, ça, et sera à la France ce que l'or était au Pérou. C'est exactement ce que disait le brave Sully lorsqu'il disait « Labourage et pâturage sont le mamelle de la France et seront ce que l'or est au Pérou ». Alors c'est vrai que la France n'a peut-être plus les moyens de ses émotions, comme dit Védrine. Et c'est vrai qu'il y a une pathologie française qui fait que je suis obligé de vous dire « même si ». La pathologie française, c'est celle que j'ai exprimée un peu dans la première partie. C'est le goût de la grandiloquence, des phrases creuses. Je vous ai dit l'Europe, mais qu'est-ce que je mets dedans? Je vous ai dit le coût salarial, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Je vous ai parlé de la culture, mais qu'est-ce qu'on met dans la culture si on ne définit pas qu'est-ce que c'est que l'État culturel? Quel est le rapport à une politique donc interventionniste? Je pense aussi que quand je vous ai parlé de la repentance, je pense qu'il y a quand même 2 blocages en France par rapport à la repentance. La colonisation, pensez à la campagne électorale et aux différents discours de Macron par rapport à l'Algérie, et pensez à son dernier voyage. Et puis également la collaboration. On n'est pas encore sorti des ornières d'une histoire sur ces 40 millions de Français pour Paxton qui auraient collaboré. Je crois aussi qu'on a bien sûr du mal à trouver un point d'équilibre entre la grandiloquence et les choses concrètes. Et ce qui nous marque surtout, c'est un certain pessimisme qui est excessif. À l'époque, quelqu'un dont j'ai partagé avec bonheur l'école à un moment donné dans le lycée, il s'appelle Jacques Marseille, avait écrit « J'ai mal à la France » et il avait écrit sur le masochisme français. Parce que vous ne trouverez pas plus masochiste que des Français comme Jules Ferry qui dénonçait l'étroitesse d'esprit des dirigeants français. Vous ne trouverez jamais plus masochiste que les Français qui sont incapables de se reconnaître comme une véritable nation innovante, rayonnante, le topo que j'ai fait. À la limite, à certains moments, on se demande, quand on décrit la France, si elle n'est pas, non pas en déclin, mais en décadence, et si on n'est pas en 1871, ou si on n'est pas donc en 1940. Il y a également quelque chose qui nous surprend dans le même si. C'est la démocratie française. Eh bien, là encore, il y a des indices de démocratie. Moi, j'en étais resté à une époque au nombre de femmes au Parlement. Et je me rappelle toujours qu'il y a encore 2 ans, notre situation était juste asymptotique à l'Ouganda. Vous savez, cet état de merde dont parle Trump et dont les femmes ne participent que très peu, soi-disant, au pouvoir. Eh bien, la France était juste asymptotique au niveau donc, de l'Ouganda. Eh bien, aujourd'hui, bon, je ne sais pas ce que ça vaut, mais vous avez un classement des démocraties. Eh bien, dans les 25 premières démocraties, en tenant compte de beaucoup de facteurs, sur la presse, sur la liberté de culte, sur les grands problèmes sociaux qui se posent, sur le racisme, les ségrégations urbaines, etc. Sur les 25 premiers, la France est 27e, dont 27e rang mondial au niveau de la démocratie. Ce qui veut dire que même sur ce terrain-là, nous sommes donc pris de court. Alors bien sûr, on parle de diplomatie culturelle. On peut dire même si. Parce que qu'est-ce que vaut une diplomatie culturelle si elle n'est pas boostée, si elle n'est pas promue? C'est pour ça que j'ai bien aimé la démarche de Fabius sur la cuisine et la gastronomo-diplomatie. Essayez de tous les ans, le 19 mars, je vous rappelle, si vous voulez bien manger, dans les ambassades, vous pouvez vous y rendre et vous pouvez assister à cette grande journée. Mais qu'est-ce qu'on peut dire quand on voit les fonds qui sont attribués à l'Institut français culturel, quand on voit la décapilotade des alliances françaises, quand on voit que finalement, la France, c'est malheureux à dire, mais la politique d'un pays endetté. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi quand on voit qu'on a eu du mal à agencer les agences, c'est le cas de dire, Atout France, Business France, Campus France, et on essayait d'en faire
un organisme, parce qu'en France, on a tendance à vouloir tout cloisonner. Bref, il y a même une question qu'il faudrait poser, si on avait le temps. Qu'est-ce que c'est que le soft power sans le hard power? Parce que quand vous faites une définition dans vos devoirs un petit peu bisounours sur le soft power, le pouvoir de la culture, eh bien, il ne faut pas oublier quand même qu'il faut que ça serve à la puissance, à l'exercice de la puissance. Et s'il n'y a rien derrière, c'est pour ça que se contenter dans une copie de comparer le cinéma français à Bollywood, ça ne va pas très loin, dans la mesure où il y a d'autres prétentions entre l'Inde du 1,3 milliard d'hommes et la France des 67 millions de Français, quand bien même elle aurait une fécondité record en Europe à 1,96 que nous allons célébrer tous les matins. Alors, je crois que quand on regarde beaucoup de secteurs, ce serait pareil pour l'investissement, on est obligé de dire même si. Et je vais même vous dire qu'il est très à la mode maintenant de faire une critique, ça reste entre nous, hein, de la France du miracle. La France qui était capable justement de porter tous les idéaux que je suis en train de vous présenter. La critique, elle commence par dire pas 30 glorieuses, mais 20 glorieuses. Déjà, on nous enlève 10 glorieuses pour le miracle français, et ça permet de montrer que notre reconstruction a été un peu difficile, chaotique, etc. Puis ensuite, on nous dit ah, attention, mais ce miracle a eu lieu parce qu'il y avait un État keynésien fort, un secteur public puissant. On avait le premier secteur public après l'Autriche, donc d'Europe. Et pour reconstruire, pour décoller, pour rattraper, il n'y a rien de mieux. Et la phrase suivante, elle consiste à dire, mais pour s'installer dans le numérique, pour s'installer dans la troisième révolution industrielle, pour s'installer dans la décentralisation, dans l'initiative individuelle, pour s'installer dans tout ce qui est le ferment des nouvelles technologies, eh bien donc la France est très en retard. Et de balayer donc tout ce qui avait permis le décollage et qui serait considéré aujourd'hui comme un frein, notamment cet État omnipotent, omniscient et finalement omniprésent et qui coûte très cher. Il n'est qu'à voir le coût du déficit budgétaire, le coût de la dette française. Ce qui fait qu'il s'agit maintenant très rapidement d'évoquer l'avenir. Vous savez, tracer l'avenir pour la France, c'est écouter d'abord les conférences que vous allez avoir, parce que je suis persuadé que la France, dans le polaire ou dans les relations franco-américaines, les conférenciers vous montreront donc l'efficacité. Et dans les 5 minutes que mon camarade Hugo m'accorde, et qui lui vaudront une petite bière juste à côté, je dirais que tracer l'avenir, c'est finalement se poser la question, c'est de la stratégie, c'est-à-dire rendre possible ce qui finalement est aujourd'hui plus en suspens, incertain. Alors, 2, 3 mots. Nous sommes en pleine période de changement. Je pense que vous vous êtes rendu compte. J'hésite à dire que Jean Monnet, parce que vous le citez à toutes les sauces dans vos devoirs, l'avait bien vu quand il disait « L'homme n'accepte le changement que sous l'emprise de la nécessité ». De fait, nous sommes aujourd'hui confrontés à une période de nécessité. Et je vous propose d'abord de nous dire que le renouveau, le rêve français, il peut partir de la prise de conscience de ce miracle qu'est l'équilibre français. Je vous appelle, c'est très vague, à une absence de politique clivante, et je vous appelle surtout à bien prendre en compte le poids des fractures qui minent et qui plombent donc la France. Alors, fractures territoriales, avec le poids des très grandes agglomérations, fractures sociales, avec l'inégale répartition des richesses, et quand vous avez la répartition qu'on a souvent aux États-Unis, les 10% les plus riches qui ont augmenté sur une période de 40% de leurs revenus, quand les 10% les plus pauvres ont augmenté de 2,3%, je pense que vous n'avez pas besoin d'aller plus loin pour comprendre la nature de ces fractures. Deuxième élément, il faut aussi baliser un chemin étroit, sinueux, une pente. Je ne vais pas vous parler des astuces de Raffarin sur la pente, mais de fait, il faut baliser un chemin entre
un libéralisme décomplexé, mais en même temps un souvenir d'une économie maîtrisée. Un concept qui était très important pour la France, c'était le social-colbertisme gaulois. Ça voulait tout dire en termes d'interventionnisme. Eh bien, il faut y rajouter cette pointe de libéralisme décomplexé, nécessaire. Il faut défendre en même temps une certaine idée de l'Europe. Alors, je ne sais pas si, en tant que jeune préparationnaire, vous êtes convaincu par cette nécessité de penser l'Europe, si vous faites vôtre la formule de Mitterrand ultra connue sur le fait que nous avons un avenir, c'est peut-être l'Europe, même si la nation française doit être maintenue dans son cadre. Mais ça veut dire mettre un contenu à l'Europe. Et mettre un contenu à l'Europe, c'est savoir que l'Europe, ce n'est pas un couteau suisse capable de résoudre tous les problèmes, que l'Europe, c'est peut-être pas seulement le fétichisme d'un certain nombre de chiffres, le 3 points de PIB, par exemple, au niveau du budget. Il faut savoir que l'Europe, c'est une dynamique. En ce sens, je vous renvoie à un discours de la Sorbonne dans une circonstance bien particulière. L'Allemagne fragilisée, le Brexit en route, où on a essayé de tracer pour la France une voie qui vous implique avec vos stages à l'étranger, avec l'apprentissage d'une nouvelle langue, etc. Vous regarderez. Je pense que Juncker, qui a tous les péchés du monde collés à lui, dit fort bien que j'aime trop la France pour ne pas voir ses faiblesses, mais elle serait bien placée pour ramener l'Europe à l'essentiel. Et je crois qu'on peut ramener l'Europe à l'essentiel sur un certain nombre de combats, à la fois sociaux, des combats par rapport à des politiques d'investissement, des combats par rapport à une harmonisation donc des coûts de main-d'œuvre et notamment des conditions de travail. Regardez ce qui s'est fait sur les travailleurs détachés. Il faut en même temps retrouver une fonction d'accueil. Alors je sais bien que n'en déplaise à Emmanuel Todd, pour lequel la France n'a pas à se prévaloir d'une tradition d'accueil, et que la tradition d'accueil, elle a eu forcée et contrainte en 1945, elle n'avait plus de bras pour travailler, je pense que la France doit se rendre compte qu'elle est un grand pays ouvert quand même d'immigration. Moi, je sais qu'au XIXe siècle, nous étions la deuxième puissance d'immigration du monde, derrière les États-Unis. Et je sais que dans les années 30, la France a péché par l'exclusive, l'anathème jeté contre l'immigration. Il faut également ne pas être rétif à la mondialisation. Je pense un peu que la mondialisation, on disait, l'autre, c'est comme la grêle, il faut pouvoir s'y habituer et essayer de la combattre, mais de toute façon, on a besoin de la pluie. Eh bien, la mondialisation est un cadre dans lequel la France peut également s'exprimer. Alors, bien sûr, ça veut dire quand même s'en donner les moyens au niveau des rayonnements et au niveau d'une véritable révolution psychologique. La révolution psychologique, je terminerai par là, c'est faire en sorte que le masochisme français, souvent porté par le pessimisme ambiant, comme l'a rappelé Hugo, eh bien que ce masochisme soit balayé. Parce que le mal français se traduit souvent par une combinaison entre l'arrogance et la haine de soi. Et de fait, ça c'est le symptôme d'une nation en déclin. Ce qui fait que dans tous les scénarios qui sont envisagés, pour aller à l'essentiel, je dirais que c'est très loin, en 2003, on demandait au commissariat au plan quel pouvait être l'avenir de la France. Et la réponse, ça vaut pour les littéraires, serait ceci. Des illusions perdues. C'est vrai que la France risque de se mettre au banc des progrès. La France ne parvient pas à se réformer. Beaucoup de réformes doivent être mises en perspective. Splendeur et misère des courtisanes. Ça serait un scénario France nostalgique. Déclin inexorable. Face à la mondialisation, il y aurait une sorte de victimisation de la France. Autre scénario, la peau de chagrin. La France s'immobilise. La France est incapable de faire des choix clairs. Elle suit le mouvement. Elle réagit plutôt qu'elle n'agit. Elle n'anticipe pas, elle n'irrige pas, elle subit. Et enfin, il y a l'élixir de longue vie. Autant d'œuvres, bien sûr, que vous avez connues de Balzac. Ça serait une France prospère qui se réforme, qui tire parti de la nouvelle donne mondiale.
Et je crois que quand on voit réchauffement climatique et COP21, trop tard pour faire un exposé sur la spécificité de l'apport de la France. Quand on voit diplomatie internationale et occupation des troubles trumpiens par la France, on peut se dire qu'il y a une place pour l'élixir de longue vie. Finalement, je crois que tu as eu raison, Hugo, de convoquer des gens susceptibles de pouvoir réanimer le feu de la France, mais en 3 quarts d'heure, il s'agit d'un petit brasier. Il faudrait avoir beaucoup de temps pour explorer d'autres voies. Et gardez-vous bien de perdre du temps. Il vous tuera, disait un révolutionnaire français. Voilà, merci. Les petits brasiers font les grands incendies. Hein. Donc on commence toujours comme ça. T'en vas pas, il y a des questions. Nous avons 5 minutes pour les questions que vous voudrez bien poser à Alain Donjon. Vous avez mentionné les fractures sociales et territoriales dans la France. Est-ce qu'il est toujours en fait légitime de parler de la France comme d'une puissance alors qu'elle évolue à 2 vitesses? Et si en fait ce pessimisme n'est pas justifié pour une partie des Français? Alors le pessimisme de France à 2 vitesses, bien sûr, et les fractures donc que connaît la France, elles sont multiples. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement 2 France, mais il y en a beaucoup plus. Ne serait-ce que quand vous prenez les lignes de partage prenant du territoire, vous savez très bien qu'il y a des fractures entre grandes métropoles moyennes. Certains les valorisent, d'autres pensent qu'elles siphonnent les richesses, et puis les campagnes. Pas toutes les campagnes, parce qu'il y a des campagnes désertifiées, il y a des campagnes qui ne le sont pas, il y a des campagnes qui accueillent les nouvelles technologies, qui sont d'excellents terreaux. Il y a des fractures nord-sud, est-ouest, que vous mettiez Cherbourg-Bordeaux, que vous mettiez donc Marseille, Le Havre, et que vous isoliez les pays de l'Est, les régions orientales ou autres. Bref, les fractures, vous en avez à plusieurs niveaux. Et la seule chose qu'on peut vous répondre, je ne sais pas si donc Ansel serait d'accord avec cela, mais qu'actuellement l'exercice de la puissance il est opéré dans un cadre qui est un cadre relativement chaotique, dans un cadre qui est divisé, et par des puissances qui sont elles-mêmes divisées. Parce que quand vous prenez la Chine, vous pouvez bien sûr avec Thierry Saint-Juan commencer à disserter sur le fait que les 3 Chines sont en train de s'estomper, mais c'est tout de suite pour dire que c'est un processus qui est en cours, et il y a une fracturation par la mondialisation, il y a une fracturation de la société chinoise qui prétend être propriétaire du monde et peut-être pas le gouverner, comme dit l'autre, mais de fait par rapport à l'exercice de la puissance. Quand vous prenez les États-Unis, les chiffres concernant 10% des plus riches et 10% des plus pauvres, eh bien depuis la crise de 2008, ont aggravé ce que le libéralisme donc radical avait installé. Donc, je pense que la notion même de fracture, non pas est inhérente à la puissance, mais l'incohérence relative n'interdit pas l'exercice du pouvoir. La seule chose, et je terminerai par là pour cette question, c'est qu'il s'agit non pas pour la France de parler de puissance, comme vous semblez le faire, mais de parler d'influence. C'est-à-dire, je trouve cette définition extraordinaire de Michel Fouché de mémoire, qu'est-ce que c'est que l'influence? C'est quand vous arrivez dans un pays, que vous apportez un certain savoir, que vous apportez une certaine connaissance, mais que vous laissez vos valises. Et de fait, l'influence, c'est ça, c'est quand il reste des valises de tout ce que vous avez pu apporter en termes de synergie, en termes de trajectoire, d'idéaux à d'autres. Voilà. Ma question, ce serait à propos du nucléaire et de l'avancement du projet ITER de supra-réacteur dans le sud de la France. Et quel est l'avancement par rapport à ce projet? Vous avez dit qu'il y avait un retard en ce moment par rapport au nucléaire. Projet ITER, je suis bien d'accord, ça représente vraiment le sommet de l'art de la diplomatie chiracienne, d'avoir pu convoquer sur le projet de fusion thermonucléaire, et pas de fission, beaucoup d'investisseurs, et pas des moindres. Les Iraniens, on leur a demandé de prendre la porte, mais ils pensent revenir un jour.
les Russes, bien sûr, les Américains, les Japonais, les Français, et d'avoir accueilli à Cadarache ce projet. Alors bien sûr, ce projet, il est actuellement non pas en plan, mais il est en devenir, c'est l'énergie de demain. C'est un projet qui s'inscrit dans Jet Taurus européen jusqu'à l'horizon 2050, je pense que vous n'en entendez pas parler. Et ça pourrait être l'énergie infinie, c'est ce que disent du moins ceux qui étudient ce projet. Attention aux enthousiasmes, parce que à Creys-Malville, on avait fait un surgénérateur, et à Creys-Malville, le surgénérateur a été fermé, les projets ont été abandonnés, et il y a eu un mort. Je vous rassure, d'une crise cardiaque en montant la côte pour arriver au surgénérateur, mais de fait, c'était encore un avenir énergétique infini qu'on prévoyait, qui n'a pas vu le jour. Mais la filière nucléaire française, on voit bien avec les contrats d'Areva en Chine, se porte, même si Areva est en crise, endettement, a fait des opérations un peu indélicates, relativement bien à l'exportation, et peut-être que le poumon d'Areva, ce sont les nouveaux contrats signés en Chine. Voilà. Merci beaucoup, Alain Donjon.